Patrick Chamoiseux, je vais me permettre de vous adresser cette question pour revenir à nos rivages, et parce que c'est bien sûr à partir d'ici que l'on voit le monde. Du particulier, on va vers l'universel. Ce processus qui est désormais à l'œuvre en Corse, certes historique pour beaucoup, quelle valeur d'exemplarité, après tout, pour nous? Parce que d'aucuns parlent de décalage, en retard, mais par rapport à quoi? Quelle valeur d'exemplarité? On a beaucoup parlé d'esprit de décalcomanie, mais je crois qu'un projet comme celui-là, sans entrer dans les détails, les points-virgules, l'exégèse un petit peu étroite, je crois qu'il y a un principe qui est simplement celui de reconnaître à une communauté particulière, dans le cadre d'une république, d'une grande république, la possibilité de légiférer. Or, la possibilité de légiférer, c'est l'attribut majeur de ce qu'on appelle la souveraineté que nous réclamons ici depuis très longtemps. Donc, c'est ce principe-là qui nous intéresse. Un gouvernement français, un Premier ministre de la France qui n'a pas, qu'on ne peut pas considérer comme étant quelqu'un qui va brader les institutions ou même mettre en péril la République, accepte qu'une communauté faisant partie de cette République puisse organiser son espace et disposer d'attributs de la souveraineté. Lionel Jospin est particulièrement gentil, intelligent, ou c'est la résultante d'un vrai rapport de force? C'est la résultante d'un rapport de force peut-être, mais je crois que c'est surtout l'ère du temps. Je crois que le monde a changé. Je crois que les vieux États-nations occidentaux comprennent aujourd'hui que dans leur sein, dans leur centralisation excessive, il y a des communautés particulières qui aspirent à leur identité, qui aspirent à leur expression. On s'aperçoit qu'autour des grands centres et des grandes capitales urbaines, des communautés sont anesthésiées, de grands pans de peuples restent comme ça, immobiles, et que malgré les transferts massifs de sommes fabuleuses, de plans économiques, de gestion de toute nature laissés aux mains des technocrates économiques, on s'aperçoit que ces anesthésies demeurent et qu'un des éléments, une des dynamiques du développement économique des communautés aujourd'hui devient la responsabilité et la possibilité qu'il y ait un épanouissement particulier dans le cadre d'une solidarité commune. Sans s'aventurer dans trop d'arguties juridiques, ce qui se dessine, se trame, diraient certains, y voyons une sorte de complot contre la République unie indivisible. En Corse, c'est quoi? C'est un statut spécial, c'est un statut dérogatoire, ou c'est déjà, selon vous, une vraie ébauche d'autonomie? C'est tout cela en même temps. Là, on ne peut pas savoir comment les choses vont évoluer. Ce que je constate, c'est que les principes de la République deviennent de plus en plus complexes. Les rapports des communautés au sein d'une République solidaire deviennent de plus en plus complexes. Et pour reprendre la question d'Audrey Pulvar tout à l'heure, moi je crois que nous avons dans l'exemple corse la possibilité de trouver un consensus. Parce que qu'est-ce qui nous divise ici en Martinique? Il y a ceux qui veulent rester dans la communauté française et puis il y a ceux qui veulent disposer comme ça d'une souveraineté autonome qui ne remet pas en question des interdépendances qu'on pourrait maîtriser. Mais ça, c'est possible parce que là, nous avons la possibilité de disposer d'attributs de souveraineté dans le cadre d'une république avec laquelle on resterait solidaire. Et là, il me semble que dans cet exemple corse, on a tout à fait les outils pour créer ce que je dirais une sorte d'union sacrée de tous les Martiniquais, en sorte de pouvoir élaborer un projet et disposer des mêmes... C'est une matrice institutionnelle. C'est une matrice institutionnelle. Vous parlez effectivement d'États-nations qui ne sont plus ce qu'ils étaient et qui sont bien obligés de prendre en compte les revendications de population à l'échelle, par exemple, d'un département. Mais est-ce que vous pensez vraiment que les Martiniquais ont ce désir profond de souveraineté? Vous parlez dans votre manifeste pour un projet global d'anesthésie qui se renforce à mesure que les transferts publics augmentent en ampleur, de dépendance accrue, de systèmes d'assistanat généralisé. Aujourd'hui, tous les Martiniquais ne sont pas prêts à remettre en cause ce système. Au contraire, il y en a beaucoup qui ont peur justement de ce projet corse. Depuis le début de la semaine, nous organisons des débats, nous avons des retours de gens qui nous disent mais oui, mais attention, que va-t-il se passer? Premier pas vers une souveraineté, premier pas vers une autonomie, et après la peur du largage, le fameux largage, elle est toujours là. Mais moi, je pense que la force des circonstances va amener de plus en plus les gouvernements français à imposer une forme assez grave, assez totale d'indépendance à des communautés qui peut-être ne le voudraient pas. Et à ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Non préparés à cette indépendance, même si elle est dans le cadre de la République française, mais ce sera une indépendance réelle.
non préparés à cela, non préparés à affronter des responsabilités, non préparés à concevoir des projets pour un pays. Nous allons en effet verser à ce moment-là, et c'est possible, dans ce qu'on pourrait appeler des formes de macoutisme, de dictature. Le macoutisme et la dictature, c'est la réponse des pays colonisés à leur impuissance à maîtriser une situation. Alors précisément, je voudrais à ce point nommé, je vais oser vous poser la question ritournelle, même si elle est dite de façon simplifiée. Pourquoi eux et pas nous? Parce que en général, on le dit, il y a la violence en Corse, il y a les bombes, il y a eu l'assassinat d'un préfet, tout ça à 160 km de la Côte d'Azur. Alors est-ce qu'il y a, bon ça, mais plutôt d'autres facteurs explicatifs à cette espèce d'attention gouvernementale pour l'île de Beauté? Qu'est-ce qui explique ça? Je pense que les gouvernements français ont mis en acte en Corse des moyens qu'ils n'ont pas mis en acte à la Martinique. Préfet de choc, renseignements généraux, légions, police spécialisée, et même des attentats à la propre législation française, et que, bon, les gouvernements se sont dit, bon, ça ne marche pas, il faut changer. Et je pense que le gouvernement français était obligé de changer, là. Et il n'est pas obligé à Martinique. Ça, mais là, il était obligé. Parce qu'il y a la violence, alors, c'est bien cela? Non, parce qu'il y a le jeu des deux violences qui se sont opposées, la violence institutionnelle qui a été très grande quand même, et puis la violence de la réaction corse qui a aussi été très grande. Mais je continue à penser que c'est disons, des terrains d'expérience que les gouvernements successifs en France explorent et voient, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas continuer selon l'ancien système des choses. Ils ne peuvent pas. Les conditions économiques dans le monde sont tellement inextricables que la France ne peut pas se permettre dans l'Europe et dans les relations avec le Japon, avec les États-Unis, d'avoir une apparence de séquelles de colonialisme sur son territoire, même si c'est un territoire lointain. Et par conséquent, je crois que c'est cela qu'il faut avoir en vue. L'obligation pour le gouvernement français de changer sa politique et même de changer sa constitution. Alors, dans votre manifeste pour un projet global, qui est un petit peu mon texte de référence ce soir, vous parlez du fait que nous nous dispensons d'investir, de nous projeter, de construire. On sait effectivement, pour prendre des cas très concrets, que la Martinique est le département d'outre-mer qui a le taux d'épargne le plus bas, que les entreprises n'investissent pas, qu'elles en sont incapables, notamment parce que, disent-elles, la fiscalité est trop écrasante. Vous parliez tout à l'heure de se préparer à prendre des responsabilités. Quelle serait, selon vous, la démarche progressive qu'il faudrait mettre en place, sans forcément arriver tout de suite à ce qui est proposé aujourd'hui aux Corses? Quelles sont les étapes qu'il faudrait mettre en place pour responsabiliser Je pense la que, oui, on revient à votre première question, s'agissant des élus, je pense que, bon, les élus et les responsables de la société civile en Martinique sont dans une situation difficile, n'est-ce pas? Parce qu'on donne, en particulier par le biais de l'Europe, on donne des sommes faramineuses, mais on s'aperçoit que ces sommes ne sont pas dépensées. Pourquoi? Parce qu'il y a un cadre draconien de règles qui empêche qu'on puisse prendre une somme allouée ici pour un projet là. C'est pas possible. Et moi, je pense qu'un acte de souveraineté, déjà, ce serait de nommer un Martiniquais qui serait un monsieur Europe et qui serait capable de traiter
avec les institutions européennes de cette possibilité de transfert d'un fonds à l'autre. Ce même monsieur Europe aurait peut-être aussi, pourquoi pas, la possibilité, les entreprises ont une énorme part dans le nouveau DOCUP, la possibilité de traiter la question de savoir si il n'est pas possible de favoriser des entreprises martiniquaises dans cette somme globale pour ne pas favoriser encore une fois le projet, le trajet insertion de fonds publics et retour de fonds privés en dehors du pays. N'est-ce pas? Ça, on peut le faire. Mais il faut, premièrement, que tout le monde soit d'accord. Deuxièmement, que ce monsieur Europe ne soit inféodé à qui que ce soit. Troisièmement, qu'il ait à sa disposition des moyens réels d'investigation dans le réel du pays. Mais ce serait déjà un espace de souveraineté. On ne peut pas accepter que des fonds soient alloués par l'Europe et qui reviennent à l'Europe en fin de mandat du DOCUP. Là, vous faites vous livrez une sorte de descriptif. C'est de moins en moins fréquent. Les fonds sont de plus en plus utilisés. Les enveloppes sont de mieux en mieux utilisées. Oui, les enveloppes sont de mieux en mieux utilisées, mais il y a des carcans administratifs tels que même les hommes politiques en charge, souvent, se trouvent coincés. Donc là, vous vous livrez à une sorte de descriptif d'une réalité martiniquaise, c'est un système d'une certaine manière, en soulignant les insuffisances, les lacunes et les carences. Mais je dois dire que, je prévois votre question, je dois dire que pour nous, la question du statut est secondaire. Pour nous. Parce qu'on peut tout mettre dans un statut. On peut nous donner l'autonomie et que ce soit un statut de dépendance accrue. Oui, c'est le projet qui, pour vous, préexiste au statut. Mais je vais me permettre quand même une question un petit peu plus futile, encore que, est-ce que les spécificités, là je m'adresse à Patrick Chamoiseau, les spécificités de la Corse sont-elles plus fortes, plus importantes, plus vivaces que les spécificités martiniquaises? C'est notamment la thèse défendue par Jean Cruzol, et ça expliquerait le pourquoi de cette attention importante du gouvernement français vis-à-vis de ce qui se passe en Corse. Et alors évidemment, une assertion de ce genre, ça fait jaser dans les chaumières en tôle ondulée, quoi. Le terme de spécificité n'est pas recevable. Quand on emploie le terme de spécificité, ça veut dire qu'on a comme référence un modèle qui serait le modèle français et qu'on aurait des petites déviations ou des petites distorsions culturelles ou anthropologiques qui seraient toujours reliées à ce modèle central. Non, nous n'avons pas de modèle central auquel nous référer, il n'y a pas de spécificité martiniquaise. Il y a une réalité martiniquaise, il y a un fait martiniquais, il y a une entité anthropologique, culturelle, identitaire martiniquaise, comme il y a une entité culturelle corse. Et quant à dire que la Corse serait plus éloignée de la France que nous, ça c'est une aberration qui, pour ma part, il n'est pas nécessaire de commenter ici. Mais je voulais revenir un petit peu sur ce que disait Edouard. Moi je crois qu'il y a aussi surtout une anesthésie collective, c'est-à-dire qu'il y a véritablement dans la communauté martiniquaise un manque d'imagination, un manque de propositions et une absence totale de projet global. Ce qui fait que lorsqu'on a rencontré un certain nombre de responsables européens, donc de responsables des fonds, ils sont toujours attristés de voir la progression hyperbolique des fonds qui sont attribués depuis que l'Europe a commencé à financer les plans de développement ici, et de voir que les choses patinent et que les choses dégénèrent. On s'aperçoit que dans un système d'assistanat et de dépendance, ce qui se développe profondément et de manière continuelle, c'est l'assistanat et la dépendance. On ne peut pas dire qu'il y ait eu, du point de vue martiniquais, indépendamment des phénomènes de modernisation, d'équipement de toute nature, il n'y a pas eu d'abandon ou de réduction de l'assistanat et de la dépendance. Donc nous sommes dans un système mortifère. Et tout à l'heure, on demandait si
les Martiniquais étaient prêts pour la souveraineté. Je crois qu'effectivement, il y a une peur réelle. Et je crois que tous les parents aujourd'hui n'ont pas envie de vivre une aventure indépendantiste telle qu'on ne peut l'imaginer, parce que le seul modèle d'indépendance que nous ayons sont les modèles des années 60 qui correspondaient à un monde relativement manichéen et avec des ruptures totales, avec des régressions, avec des faits nationaux qui étaient un petit peu sectaires et repliés sur eux-mêmes. Aujourd'hui, la grande peur, c'est aussi, c'est un petit peu ce que disait Édouard Glissant tout à l'heure, c'est le macoutisme, c'est Haïti qui est juste. Oui, c'est le macoutisme, c'est-à-dire que l'apprentissage démocratique ici doit être fait et nous sommes presque démocrates par contamination avec la démocratie française. Nous avons un rapport aux autres et dans le rapport que nous avons entre nous, il y a toute la violence de l'habitation qui demeure, mais qui peut, à mon avis, être compensée ou en tout cas être maîtrisée par un projet qui nous rassemblerait. Mais ce que je voulais dire fondamentalement, c'est qu'il n'y a pas un Martiniquais qui ne souffre pas aujourd'hui de l'absence de responsabilité collective. Il n'y a pas un Martiniquais qui ne sente pas profondément dans son âme, dans son cœur, dans sa chair, que nous sommes perfusionnés, que nous sommes assistés. Il n'y a pas un Martiniquais aujourd'hui qui ne souffre pas du fait que toutes les grandes décisions nous concernant et concernant le destin de nos enfants sont prises par des gens qui ne sont pas d'ici ou des gens de passage. Enfin, il n'y a pas un Martiniquais aujourd'hui qui n'ait pas ce désir de responsabilité. Et aucun homme politique aujourd'hui ne peut abdiquer de ce principe qui est celui qu'une communauté comme la nôtre, qui est particulière, qui est un fait anthropologique total, qui a son identité, qui a sa trajectoire particulière, puisse assumer son destin de manière souveraine sans pour autant entrer dans des processus de rupture avec une entité ou dans des processus de maîtrise d'interdépendance. Et ce que je voulais dire, c'est que la violence en Corse a permis d'accélérer, bien sûr, le processus. Mais je crois que de toute manière, les gouvernements vont y arriver. Pourquoi? Parce que lorsqu'on entre, si vous voyez la situation de la France dans l'ensemble européen, la France a tout à fait intérêt à ce que des régions françaises et des communautés particulières en France puissent développer des axes de solidarité active avec différentes parties du monde. Imaginez une Martinique qui ait la possibilité d'entrer avec un projet dont nous disposerions, qui ait la possibilité d'entrer dans des relations économiques véritables avec tout l'espace américain, tout en entretenant des solidarités réelles, affectives, anthropologiques, culturelles, tout ce que vous voulez avec la France et avec l'ensemble européen. Une Martinique pleine, solidaire avec l'espace africain, avec l'espace américain, c'est quelque chose qui ne peut que faire du bien à la République et au système de partenariat. Audrey... Ce n'est pas une nouvelle utopie. Non, ce n'est pas une nouvelle utopie. Ils sont obligés. Lorsqu'on voit le fonctionnement des régions françaises, la plupart des présidents de régions en France sont en train de plus en plus de prendre des contacts personnels, non seulement avec les autorités européennes, mais aussi avec des pays du monde. Par exemple, nous, si on voit toutes les solidarités anthropologiques dont nous pouvons disposer, non seulement avec l'Afrique, mais aussi avec l'Inde, mais aussi avec la totalité de l'espace américain, mais aussi bien sûr avec la France, ça nous permet une équation en termes de dynamique commerciale, culturelle, tout ce que vous voulez, qui est extraordinaire. Mais ça demande l'esprit de souveraineté. Et pour terminer, je dirais que nous sommes dans une situation mortifère, que de toute manière, le système qui est actuel, c'est un système qui va s'effondrer, qu'il est artificiel. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, que ce soit le niveau de vie, que ce soit la modernisation active, que ce soit cette opulence qui est autour de nous, tout cela est artificiel et tout ça ne peut pas continuer comme ça. Et que de toute manière, va se poser la question du développement véritable organisé par nous-mêmes. Toutes ces idées sont organisées dans le manifeste global, enfin pour un projet global auquel faisait référence Audrey. Mais bon, vous dites, thèse rapide que vous développez, un peuple ne se développe pas dans l'irresponsabilité collective. Et vous défendez aujourd'hui une thèse qui est complémentaire, qui est celle de la possibilité de conquérir des arpents de souveraineté, mais dans une république, dans un ensemble national, dans une république qui est volontiers présentée comme une et indivisible. Alors je ne sais pas si c'est le pendant au plan national de l'indépendance dans l'interdépendance, mais comment est-ce possible? Dans quelle architecture, notamment institutionnelle? Ça mérite précision. Ce que je crois, c'est que la République française n'est plus une et indivisible. Elle ne l'est plus. Ça, c'est une affirmation au fronton de la Constitution, mais la France sera de plus en plus amenée à réviser cela, à réviser les bases constitutionnelles de son existence. Elle n'est plus jacobine et centralisatrice. Par la force de l'existence du monde et des structures des relations entre États dans le monde, n'est-ce pas? Elle ne peut plus être. L'Allemagne
n'est pas une et indivisible. Les États-Unis ne sont pas un et indivisible. Il y a des États dans les États-Unis. Il y a l'État de Californie, l'État du Texas, ça ne menace pas Vous parlez d'États confédéraux, là. Oui, mais ça ne menace pas l'unité nationale. Mais ce n'est pas une république une et indivisible, les États-Unis, ni l'Allemagne, ni l'Italie. La vie des régions en Italie est prodigieuse, n'est-ce pas? Et par conséquent, la France ne peut pas continuer et les gouvernements français de gauche ou de droite ont pris conscience de ça. Bien sûr, vous avez des ordres constitués comme le Sénat ou comme le Conseil constitutionnel qui sont là pour mettre une pédale douce, comme disait Patrick, quand une bande de hippies envahissent, des députés envahissent le Parlement et ils sont prêts à tout casser. Il y a des institutions pour vous dire attention, non. Édouard Glissant, dans le projet qui se dessine, là, qui va se mettre en vigueur, en action, en Corse, qu'est-ce qui vous séduit le plus intellectuellement? C'est la possibilité pour une collectivité territoriale unique d'adapter des lois françaises, donc concoctées par le Parlement français, ou la possibilité, mais là il y a discussion, de voter des lois corses? Moi je crois que ce qui est essentiel dans ce projet de gouvernement Jospin, c'est que ça rompt une fois pour toutes l'absolu constitutionnel et l'absolu de la République une et indivisible. Donc c'est symbolique. Enfin, c'est pas que symbolique, mais... On ne peut plus revenir si ça échoue. Même si en Corse ça échoue, on ne peut plus revenir à l'état d'esprit et moi je dis quelque chose. La révision de la Constitution française, c'est l'affaire du gouvernement français. Ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas l'affaire des Corses. Ce n'est même pas l'affaire du peuple français, qui ne sait pas ce qu'il y a dans la Constitution. Et quand on veut faire un changement de septennat en quinquennat, il y a une crainte fantastique chez les élus que le peuple n'aille pas voter parce que ça ne l'intéresse pas. Et donc, pour vous, une réforme constitutionnelle, c'est plus une affaire politique qu'une affaire de peuple. Absolument, absolument. La Constitution n'empêche pas le peuple français de vivre. Et le changement de la Constitution ne l'empêchera pas de vivre. N'empêche pas la société d'évoluer. Édouard Glissant, il nous reste 10 petites minutes, très courtes, pour évoquer bien sûr une disposition de ces propositions qui a beaucoup fait parler. Il s'agit de l'enseignement de la langue corse dans les maternelles, dans les écoles maternelles et primaires. Un enseignement qui sera prévu au programme et pour lequel les parents auront la latitude de se prononcer, de dire non, je ne veux pas que mon enfant suive les cours de corse, ou oui, je le veux. Pour la Martinique, ce serait donc l'enseignement du créole. On sait que vous y êtes tous les deux favorables, mais pour vous, l'un n'exclut pas le reste, c'est-à-dire enseigner le créole. Ce n'est pas une régression et ça ne veut pas dire ne plus enseigner les autres langues. Je sais qu'il y a dans la population cette crainte que enseigner le créole, ce soit se retirer, s'enfermer. Et je crois que c'est l'exact contraire. Il faut expliquer ça. Pourquoi un jeune Martiniquais, après avoir appris 6 ans l'anglais au lycée, ne le parle pas? Ne le parle pas bien, ne le contrôle pas, ne le parle pas. Parce qu'il apprend l'anglais dans une mentalité monolingue. Il apprend l'anglais avec le sentiment que sa connaissance de la langue française est suffisante, alors qu'elle ne l'est souvent pas, n'est-ce pas? Et je pense que baser un enseignement sur l'apprentissage d'une langue identitaire, c'est le créole, comme le créole, c'est paradoxalement ouvrir l'esprit du Martiniquais à une réalité qui est que nous sommes
bilingues. Or, nous sommes bilingues de fait et monolingues dans notre esprit. C'est ça le drame. Et nous ne pourrons jamais apprendre aucune langue étrangère, vraiment. Tant que nous ne serons pas bilingues réellement dans notre esprit. Et apprendre le créole à l'école, c'est favoriser l'enseignement du français, favoriser l'enseignement de l'anglais, favoriser l'enseignement de l'espagnol. C'est entrer dans un monde qui est multilingue. Et c'est ça qu'il faut expliquer, que ce n'est pas se renfermer tout simplement dans un folklore identitaire. Est-ce que selon vous, ça devrait être également accompagné d'un enseignement dans le primaire et dans les maternelles des autres langues? Absolument, absolument. Il n'y a pas de grande culture aujourd'hui qui soit monolingue. Ça n'existe pas. Plus du tout. Depuis la fin de la première moitié du XXe siècle, c'est terminé. Tout pays qui reste monolingue est à la traîne. Et tout pays qui a une mentalité multilingue apprend très facilement l'anglais, l'espagnol, le russe, le chinois, etc. Mais nous souffrons d'un manque. Nous sommes bilingues de fait, mais nous sommes monolingues dans nos mentalités. J'entends bien, Édouard Glissant, votre explication. Bien sûr, c'est un raisonnement auquel il faut réfléchir, il faut en parler, mais la question, de toute façon, est éminemment passionnelle et elle ne sera pas réglée en un soir. Et pour bien montrer que c'est passionnel, je picorais, parce qu'actuellement, le débat fait rage, y compris dans les colonnes de France Antilles, dans le Courrier, c'est tout à fait édifiant. Et je vais vous demander ce que vous pensez de cette phrase qui nous vient d'un enseignant. Enfin, c'est un article écrit par un monsieur qui s'appelle Georges Thomas, enseignant. Il a publié cette lettre dans France Antilles. Et il dit, alors, pourquoi le breton, le corse, l'occitan, le basque à l'école et pas le créole? Et il donne son explication, c'est tout simplement parce que ces langues régionales ne sont plus parlées que par une infime minorité de la population et étant à juste titre considérées comme un patrimoine culturel, elles doivent être impérativement étudiées sous peine de disparition. C'est exactement le contraire pour le créole qui est de plus en plus envahissant. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens partagent cette opinion. Parfois le disent, l'écrivent. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une fausse vitalité du créole. Il y a effectivement, lorsqu'on se promène dans les rues de Fort-de-France, et même lorsqu'on écoute certains médias, on s'aperçoit qu'il y a une utilisation relativement présente de la langue créole. Mais en même temps, il y a un processus de décréolisation qui est absolument effrayant. On peut dire que chaque année, il y a plus d'une centaine de mots du lexique créole qui disparaissent et qui sont remplacés par une sorte de petits nègres français, des mots français déformés, adaptés, et qui finalement, le processus de contamination de toute langue avec les autres se fait au détriment de la langue créole. C'est-à-dire qu'elle est très vivace, mais en même temps dans un processus de délitement et de dispersement qui peut laisser supposer qu'à terme, on sera dans une sorte de langage complètement atrophié. Ce qui est important de faire comprendre aux gens, c'est que le monde contemporain dans lequel nous devrons vivre et dans lequel nous devons essayer d'entrer en développement, c'est un monde qui a besoin de la dynamique multilingue et surtout qui a besoin d'un imaginaire multilingue. Et c'est ça que nous devons apprendre à nos enfants dès la maternelle, leur permettre de disposer d'une souplesse mentale telle qu'ils pourront se déplacer dans toutes les langues du monde et entrer dans les dynamiques économiques, commerciales, identitaires, culturelles, historiques en fonction des langues qu'ils auront à rencontrer. Parce que si on focalise sur l'anglais et que brusquement tout le système dominant du monde basé autour de l'anglais s'effondre et qu'il faut aujourd'hui se tourner vers une langue asiatique, il faudra qu'on se mette à courir désespérément à la recherche d'une maîtrise de la langue asiatique. Alors, moi, je préfère dire que l'introduction de la langue créole dès la maternelle devrait nous permettre, par des processus pédagogiques à envisager, de disposer de cet imaginaire multilingue qui est la meilleure manière de s'épanouir dans le monde qui vient. Alors, l'un des grands enjeux, évidemment, à régler dans les mois à venir, ça sera, puisqu'il y a des militants qui se battent pour ça depuis très longtemps, c'est la constitution, la création d'un CAPES de créole, comme il en existe un déjà depuis longtemps, pour ce qui concerne la Corse. Mais qu'est-ce que ça va régler fondamentalement, me faisaient remarquer certains, parce que, par exemple, depuis 10 ans, l'IUFM, ici en Martinique, forme des professeurs de créole.
Il y a une option créole qui n'est pas obligatoire, mais qui fait partie de leur concours de recrutement. Et rien n'empêche dans les textes ces enseignants de parler le créole. Bref, autrement dit, c'est une langue qui est parlée, mais tant qu'on n'est pas d'accord en Martinique sur la graphie, parce que c'est là que s'allument également les passions. Quelle graphie? Qu'est-ce que ça va régler? J'aimerais que vous nous expliquiez ça. Non, la question de la graphie du GREC s'impose tout naturellement. Moi, j'ai souvenir de lettres arrivant au GREC, de chanteurs de zouk, de musiciens de toute nature envoyant leurs textes et demandant spontanément au GREC la traduction de leurs textes dans la graphie GREC. Je ne pense pas que le GREC, qui rencontre une grande fortune quant à la proposition graphique qu'il a effectuée, soit allé derrière tous ceux qui réclament aujourd'hui cette graphie pour leur imposer ce système d'écriture. Je crois que le système de graphie du GREC s'impose naturellement. Je crois aussi qu'il nous faut absolument préparer à une instrumentalisation de la transmission de la langue créole. Je crois que de toute manière, nous y viendrons. De toute manière, nous sommes forcés pour assurer, et là je ne parle même pas en termes de développement culturel, je parle en termes de développement économique. Nous ne pouvons pas envisager un épanouissement économique dans ce pays s'il n'y a pas une créativité réamorcée. Et la créativité réamorcée passe par une inscription dans l'identité, dans la compréhension de la complexité culturelle qui est la nôtre, et aussi dans une sorte de bien-être dans l'espace culturel linguistique qui est le nôtre. Et ça, c'est fondamental. Il nous reste moins de 2 minutes, alors on est vraiment dans le dernier segment de ce débat. Question, Édouard Glissant, est-ce que cette question passionnelle du créole est passionnée? Est-ce qu'elle n'est pas un peu, enfin, est-ce que le débat n'est pas un peu piégé dans la mesure où on se retrouve d'une certaine façon sur un terrain politique? D'aucuns parlent de langue régionale, qui peut cohabiter avec le français, d'autres parlent de langue nationale, et auquel cas cette langue deviendrait un instrument politique, de rupture politique avec la France. Le débat est un peu piégé de ce fait, non? Peut-être, mais ce qui est important, moi je réfléchis plutôt à la situation de notre pays, et non pas bon. Et ce qui est important, c'est qu'il faut nous convaincre que ce n'est pas seulement par... C'est pour cela, mais ce n'est pas seulement par souci identitaire qu'il faut apprendre le créole. C'est parce que ça nous rend infirmes d'être bilingues de fait et monolingues dans nos mentalités. Ça nous rend infirmes. Nous maîtrisons moins bien la langue française, nous apprenons moins bien les langues étrangères parce que nous avons ce manque au départ. Et certains parents vous diront au contraire qu'apprendre le créole et le français à l'école à des enfants de 3-4 ans est un élément plus perturbant que structurant. Pas du tout, pas du tout. Moins on maîtrise la langue créole et moins on maîtrise la langue française. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que tant qu'on n'a pas maîtrisé le créole, on est dans un français approximatif. Et c'est ça qui nous perturbe du point de vue de la création. Et c'est pour ça que je pense que les écrivains tels que Chamoiseau est confiant, moi je ne suis pas toujours d'accord, mais le fait qu'ils introduisent littérairement, et non pas comme ça, une espèce de provocation de la contamination du français par le créole, ça nous libère, contribue à nous libérer. Je ne suis pas d'accord, mais souvent avec eux, dans les excès, etc. Mais Rabelais a été excessif. Rabelais a créé des milliers de mots dont les 3 quarts ont disparu, mais dont 1 quart a contribué à structurer la langue française. Et cela, je pense qu'il faut le reconnaître. Plus on apprendra le créole réellement d'une manière structurée, et plus
on apprendra la langue française, et plus on apprendra l'anglais, et plus on sera capable d'apprendre l'espagnol, etc. En tout cas, Édouard Glissant, merci pour votre contribution à ce débat qui est loin, bien sûr, d'être terminé. Je vais pasticher un slogan qui a fait florer sur les pavés parisiens en 68. Ce n'est qu'un début. Continuons non pas le combat, mais aussi le débat. Nous pensons y avoir quelque peu contribué pendant cette semaine. En tout cas, merci à Audrey Pulvar. Merci à vous, Édouard Glissant. Merci, Patrick Chamoiseau. Alors, je vous avais annoncé d'entrée de jeu la présence attendue de Raphaël Confiant, qui nous avait donné son accord. Bien, nous ne pouvons que constater en fin de ce débat que nous n'avons pu voir Raphaël Confiant présent sur ce plateau. Et bien sûr, nous ne pouvons que le déplorer. En tout cas, merci pour ce débat qui s'achève ainsi. Je vous donne, quant à moi, rendez-vous demain soir pour une nouvelle édition de 19h. Et de toute façon, Audrey nous le disait hier soir, le débat continue.